Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite, bah oui, Plantu est là, donc ça parle, il y a des gens, des dessins, etc. On va tout de suite commenter l'actualité. On aime Plantu, voilà. Oui, on aime Plantu. Il a échangé avec Alexandra Spinner, qui est là. Alexandra, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et on parlait de cette formidable association Espérance Banlieue. Formidable, qui font un travail extraordinaire. Avec bonjour nous Valérie, également, bonjour à tous. Bonjour Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon. Bonjour Régis de Castelnau est avec nous également. Vous êtes avocat, on vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Et je rappelle votre livre, Une justice politique chez l'artilleur, toujours en vente, cadeau de Noël également, on peut y penser. Et Franck Dedieu qui ne devrait pas tarder à arriver. Un Premier ministre ce soir, eh bien, nous allons attendre. La Coupe du Monde 2034 qui aura lieu en Arabie Saoudite. Les agriculteurs menacent de nouvelles actions. Boualem Samsal toujours en détention. Et la drogue, je vous conseille vraiment la lecture du Figaro ce matin qui déferle sur les campagnes françaises. On parlera de tous ces sujets. J'espère qu'on aura le temps avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme, un coup de gueule? Oui, alors c'est un coup de gueule sur les 32 parlementaires français, enfin 32 élus, dont 25 parlementaires français, qui sont allés, après la rupture des relations diplomatiques entre la France et la Syrie, reçus lors d'une visite qui n'était pas officielle chez Bachar el-Assad. Bon. Entre 2014, c'est-à-dire 2 ans après la rupture des relations diplomatiques avec la France, et 2021, 32 élus français sont allés et ont été reçus, sont allés à Damas et ont été reçus par Bachar el-Assad. Alors c'était des visites non officielles, bien sûr, mais ils représentaient quand même le Parlement français, soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale. D'autres étaient élus de villes ou conseillers dans des départements ou des régions. Bref, ils allaient... Alors, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été extrêmement assidus. Vous verrez tout à l'heure les chiffres, c'est absolument invraisemblable. Alors que toute relation était entre le gouvernement français et le gouvernement de Bachar el-Assad totalement rompue. Je rappelle que Bachar el-Assad est arrivé au pouvoir en 2002, il y est resté 24 ans, on le sait, 22 ans, pardon, et que en 2014... Entre 2014 et 2021, on était déjà en pleine guerre civile. Ça faisait 12 ans qu'il était au pouvoir. Donc tout le monde savait ce qui se passait en Syrie. Tout le monde le savait. Et malgré cela, les massacres sur la population, l'utilisation des armes chimiques, les prisons épouvantables, les tortures, etc. Et malgré ça, 32 élus français se sont rendus à l'invitation ou ont sollicité une invitation pour rencontrer Bachar el-Assad. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Et alors, il y a une association qui s'appelle Syrie en course, Syrie Factuelle, qui a recensé les noms et toutes les visites de ces parlementaires. Et c'est absolument stupéfiant. Monsieur Mariani, qui a été quand même ministre de Sarkozy, qui a été pendant très longtemps dans la même formation politique que moi et dans celle aujourd'hui d'Alexandra, monsieur qui est aujourd'hui élu du Rassemblement national, monsieur Mariani alors, non, est allé... pas dans celle d'Alexandra, moi je suis... Enfin, il a été LR, bon, oui. Enfin, l'ancêtre de l'UMP, bon bref, peu importe. Et il a été 7 fois reçu par Bachar el-Assad entre 2014 et 2021. 7 fois. D'autres ont été reçus à plusieurs reprises. Je pense à Gérard Bapt, qui est un socialiste, qui était élu de Toulouse, qui a été président de l'association France-Syrie à l'Assemblée nationale. Lui, il a été reçu également 7 fois. Bon. Donc, pour quel résultat ? Donc c'est quoi la conclusion ? La conclusion, c'est qu'il ne faut pas refaire cela. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe en Afrique aussi dans certaines dictatures ? Est-ce que vous pouvez mais c'est pas propre à la Syrie. Est-ce qu'on peut parler aussi d'autres... Enfin, je veux pas les défendre, loin de là. Non, mais je suis d'accord avec vous, Valérie, mais simplement... Ces voyages-là existent dans des pays aussi peu recommandables. À partir du moment... Et que là, d'un seul coup, on décide de montrer du doigt ces gens-là. Non, on les montre pas du doigt. Bah, si. On les montre pas du doigt. Moi, je ne monte pas du doigt. Je dis il faut en tirer les conséquences pour l'avenir. Quand on rompt
officiellement nos relations diplomatiques avec un pays et avec un gouvernement, on ne pratique pas de diplomatie officieuse. On ne pratique pas de diplomatie parallèle. D'autant que ces visites n'ont servi à rien. Elles n'ont pas changé le régime, elles n'ont pas amélioré nos relations avec Bachar el-Assad, on n'a pas repris nos relations diplomatiques. À quoi cela a-t-il servi? Oui, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Bon, voilà. Donc c'est mon coup de gueule. Peut-être à eux. Peut-être que ça les a servi. Allez, après, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Régis de Castelnau, avocat. Je rappelle votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. On va évidemment parler encore et toujours de la situation politique en France. On va parler de la Coupe du Monde 2034 qui aura lieu en Arabie Saoudite, des agriculteurs qui menacent de nouvelles actions. Bref, beaucoup de sujets. Je vais vous donner la parole, Régis, dans un instant, parce que vous vouliez réagir au coup de gueule de Jérôme Dubu. Mais c'est le moment de vous annoncer le grand sapin, le jeu du grand sapin de Noël Sud Radio. Vous allez pouvoir découvrir au pied du sapin de magnifiques cadeaux, une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes, une carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets Le Vent à la française. Ce sont des bracelets mixtes, donc ça convient à tout le monde. Et donc on vous appelle, vous nous appelez 0826 300 300 pour gagner un cadeau, un chiffre entre 1 et 25. Personne ne me regarde sur le plateau, Jérôme. Je suis très intéressé. Oui, alors quel chiffre, combienième appel? 8e. 8e, allez. 20e. Non, 8e, trop tard. Allez, on joue dans un instant avec vous. Franck de Dieu nous a rejoint. Franck, bonjour, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Vous venez de me déposer le Marianne qui paraît aujourd'hui à bout de souffle avec un président de la République sur fond noir. Et puis tout un dossier consacré à la Syrie sous les rebelles, les islamistes. Évidemment, beaucoup d'inquiétudes autour de la Syrie. Régis, vous vouliez réagir au coup de gueule sur les voyages de parlementaires en Syrie alors que les relations diplomatiques avaient été rompues avec ce pays. Alors, comme disait De Gaulle, je volais il partait en Syrie, je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Il faut faire attention, Jérôme, parce que moi je veux bien que ce soit très simple aujourd'hui de dire les bons, les méchants. À l'époque, d'abord, première observation, on n'avait pas déclaré la guerre à la Syrie, à la Syrie de Bachar el-Assad. J'ai aucune espèce de considération pour ce personnage, mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, on avait, dans une guerre civile absolument atroce, on avait Al-Qaïda, Al-Nosra, dont M. Fabius nous disait qu'il faisait du bon boulot. Il y a une très belle vidéo où on les voit décapiter dans une voiture un enfant de 12 ans. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont au pouvoir en Syrie. Il faut aller jeter un petit coup d'œil à Idlib pour voir le sort des femmes. Je veux dire... et puis, se rappeler aussi que le Bataclan, c'est eux. Se rappeler qu'on a quand même payé des prix assez élevés et qu'on avait un président de la République qui s'appelle Monsieur François Hollande qui avait décidé de déclarer la guerre tout seul, sans consulter le Parlement, à la Syrie. Il a fallu qu'Obama le retienne par le bras. Alors c'est pas si simple que ça. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé, non. Pardon ? Non, il avait reçu l'accord d'Obama et au dernier moment, Obama lui a tiré le tapis sous les pieds. Je n'aime pas beaucoup François Hollande. Je trouve que son quinquennat était épouvantable. Mais là, c'est Obama qui lui a tiré le tapis sous les pieds. Il lui a retiré, c'est-à-dire qu'on est manipulé par les États-Unis. Là aussi, on lui a retiré le tapis parce que, comme c'était effectivement un montage, et que Obama, lui, a dit, moi, je veux avoir l'accord du Parlement, ce dont M. Hollande se dispensait. Alors,
je ne suis pas en train de défendre ceux qui ont été, j'en sais rien, je ne sais même pas qui c'est, enfin s'il y a quelques noms que je connais comme ça vaguement, mais je dis sur une situation comme celle-là, il faut éviter, je pense, de séparer comme ça le bon grain de livret, les bons et les méchants, et être beaucoup plus prudent dans la façon d'aborder les choses. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, je suis très pessimiste, moi, sur la pétaudière qui s'est installée là, dont d'ailleurs Bachar el-Assad est le premier responsable. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec. Bon, on va pas faire le juste un débat. Point rapido. Je suis d'accord avec ton pessimisme. Simplement, les actions qui ont été menées par messieurs Mariani et Bap ne servent strictement à rien. Donc tirons-en les leçons. On est d'accord avec ça. Celle de François Hollande. Alors, Franck de Dieuvoux, votre coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, on change complètement d'univers c'est le but, et même quelque part de continent, puisqu'il s'agit des représailles chinoises à l'encontre des pays européens, mais pas tous, et au sujet des voitures électriques. Peut-être vous vous en souvenez, mais il y a eu un bras de fer au sein même des États membres de la Commission européenne pour imposer des droits de douane aux voitures électriques chinoises qui venaient de Chine pour arriver en Europe. La France était, je dirais, en pointe sur ce sujet, était donc favorable à protéger les constructeurs français qui essayent de prendre ce virage électrique au bénéfice de la réindustrialisation. Ils ont été finalement, les Français, suivis par les Européens, mais ça a été long de convaincre les Allemands. Et ce qu'est en train de faire la Chine, c'est de dire, écoutez, regardez. C'est une note du ministère du Commerce extérieur qui dit il va falloir quand même regarder les pays qui ont voté en faveur de nos droits de douane et organiser une sorte de représailles. De quelle manière ? Eh bien, de façon assez simple pour un industriel, c'est de dire on va pas fonder des usines, on va pas faire pousser des usines dans des pays qui ont été contre nous. Exemple. La France. La France, mais dernièrement, la Pologne qui avait voté avec nous et dont on apprend que ce projet d'usine de voitures électriques n'ira pas en Pologne mais ira en Allemagne parce que les Allemands ont été quand même beaucoup plus sympas sur cette histoire de bras de fer. Moi, ce qui me gêne, je vais pas qu'un pays, je dirais, défendre ses intérêts nationaux et peut même ses intérêts vitaux. Puisque sur la question des voitures électriques, on peut imaginer que les Chinois, qui sont en surproduction, aient un intérêt à les écouler en Europe. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que finalement, les Européens se retrouvent au cœur d'une forme de chantage, sans rien dire. C'est-à-dire que les Polonais, on leur dit, finalement, vous n'aurez pas votre usine chez vous, elle sera ailleurs, et on accepte cela. C'est-à-dire que étant paré, si vous voulez, je dirais dans sa vérité crue, deux notions. La première, c'est la capacité de la Chine quand même à se défendre. Mais la deuxième, peut-être plus grave, c'est le manque de solidarité européenne. On pourrait imaginer que, par exemple, il y ait une sorte de co-construction, de coopération entre les Polonais et les Allemands, ou quelque chose comme ça. Et donc, si vous voulez, l'idée de se dire, on est reparti dans une logique concurrentielle entre Européens, comme autant quelque part des masques du Covid ou autre chose, me semble tout de même assez problématique et de très mauvais augure pour la suite. On va avancer parce qu'on a beaucoup de sujets. Régis, vous, c'était un coup de gueule ? Oui, alors c'est un coup de gueule contre les lois mémorielles. Alors avec une autocritique, la loi Guesso, donc qui considérait que le négationnisme de la Shoah, pour faire court, c'était les chambres à gaz essentiellement, était une infraction et effectivement on considérait qu'on ne pouvait pas le mettre en cause parce que c'était d'ailleurs le masque de l'antisémitisme. Alors autocritique parce que j'ai travaillé sur cette loi et c'est un de mes collaborateurs qui en a rédigé la version finale, c'est vous dire, mais depuis j'ai changé d'avis, parce qu'en fait, on a ossifié la vérité historique, qui doit tout le temps être travaillée, en la remplaçant par une vérité judiciaire. Ça, c'était le jugement du tribunal de Nuremberg.
Bon, pour l'Holocauste, on pouvait l'imaginer, mais on l'a étendu à tout un tas de choses. Et là, mon éditeur, d'ailleurs, on peut le dire, l'édition de l'Artilleur, vient d'être condamné, ainsi qu'un chercheur africain, pour négationnisme du génocide rwandais. Alors le livre, je l'ai lu, il n'y a absolument pas de négation, au contraire, il le reconnaît, mais à certains moments, dans l'utilisation politique du terme génocide, il a mis des guillemets. Eh bien, il est condamné. Il est condamné, c'est-à-dire qu'il n'y a désormais aucune autre version que celle de M. Kagame. Qui est autorisé, puisqu'il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues. Alors je sais que les historiens sont vent debout contre ce système. J'en parle parce que ça s'est produit il y a 2 ou 3 jours. J'espère qu'il y aura un appel et que la décision sera réformée, parce que après on a bien évidemment tout un lobbying sur le génocide arménien. Je comprends la souffrance, je comprends l'importance du thème, mais se servir de la loi pénale pour interdire d'aborder et de faire de la recherche sur des sujets, je considère que c'est quelque chose de très grave au plan de la liberté de la recherche et de la liberté d'expression. On continue, on va continuer avec vous, Alexandra, mais juste 2 informations. La première, c'est que la justice suédoise annonce la fin de la procédure pour viol contre Kylian Mbappé, faute de preuves. Et la deuxième information, c'est que l'Arcom confirme l'arrêté selon lequel CNews et NRJ12 ne pourront plus émettre, voilà, à partir de février. Pas CNews, oui. NRJ12 et C8, pardon. C8, oui. Voilà. J'ai eu peur. Non. Pas pour moi, mais ça ma langue a fourché. Décision que je trouve, pour ma part, assez scandaleuse. Parce qu'il y avait peut-être d'autres chaînes à supprimer avant. Moi, je me place pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue de production. C'est une chaîne qui produit, qui rassemble des millions de téléspectateurs, qui produit des programmes. Vous avez à côté de ça des chaînes qui sont des robinets à séries. Toute la journée, on vous passe La Petite Maison dans la Prairie, Les Simpsons et autres. C'est d'une indigence absolue et on supprime une chaîne pour, me semble-t-il, des raisons idéologiques ou de vengeance personnelle. Bref, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et avant de reprendre nos débats, c'est le moment de retrouver notre gagnant ou notre gagnante. C'est une gagnante, c'est Pierrette. Bonjour Pierrette. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? De l'Ariège, à côté de Saverdun. Très bien. Quel temps fait-il ? Pas de neige encore ? Il fait très froid, il fait beau. Ah bon, bah très bien. Le sapin a été décoré ou pas encore ? Mais il est en train. Il est en train. Bon, alors nous allons découvrir votre cadeau. Alors, c'est un calendrier de l'Avent de la marque Guino qui contient des produits de soins et de beauté. Vous allez retrouver des sérums, crèmes Hydrazone pour les yeux, un gommage éclat parfait, la crème Hydra Summum, mais aussi une carte cadeau d'un montant de 50 € chez Etam. Voilà. Félicitations. Vous allez garder ça pour vous ou les offrir ? Je vais les garder pour moi. Eh ben, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ça va faire. Merci beaucoup. Vous allez être magnifique au réveillon. Vous allez pouvoir. Voilà, c'est pour ça. Une crème éclat et puis vous achetez peut-être chez Etam des petits dessous ou un pyjama en pilou. Voilà. Vous avez le choix. Voilà. On vous souhaite de bonnes fêtes, Pierrette. Merci d'être fidèle. Merci d'être fidèle à Sud Radio. Reprenons nos débats. Alors, il y avait une question à poser à l'avocat, cher Régis, à propos de Kylian Mbappé. La justice suédoise, je l'ai dit, annonce la fin de la procédure. Moi, j'ai lu pour faute de preuves et Jérôme Dubu a regardé et il voit preuve insuffisante. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la même chose. Ouais, bon, c'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire que les preuves insuffisantes, une simple déclaration est une preuve insuffisante. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui permettent de considérer que tel élément, une vidéo, etc., constituent des preuves, mais la même chose peut constituer ce qu'on appelle des preuves insuffisantes. Donc,
pour en revenir à cette affaire précisément, je me demande ce que Kylian Mbappé a été faire là-bas en avion privé avec ses copains, dans une boîte olé olé. Il aurait mieux fait de s'abstenir et de s'occuper de football, mais c'est malheureusement devenu un peu un sport. On a le non-lieu dans l'affaire des Argentines. Des rugbyman, voilà, je veux dire, ça devient un petit peu systématique, ça devient un commerce, on essaye de battre monnaie. Ouais. Avec ces plaintes. Bon, les Suédois, rappelez-vous Assange, les Suédois, ils ont été cette fois-ci, alors on va trop rien dire, c'est la presse qui avait fait passer quelques informations, mais c'est tout ce qu'on a su. Ils ont fait leur enquête sur la base probablement de déclarations, on ne sait même pas s'il y a une plainte, et ils disent, bon, il n'y a rien de probant, insuffisant. Si vous voulez, à votre question, absence de preuve ou preuve insuffisante, juridiquement et judiciairement, c'est exactement la même chose. Un mot aussi sur deux condamnations, enfin une condamnation et une libération, celle de Christophe Kider, braqueur multirécidiviste et meurtrier qui a été remis en liberté, condamné en 99 pour le meurtre d'un homme d'affaires. Il avait bénéficié figurez-vous, de permission pour pouvoir aller passer son permis de conduire. Il devait rester donc jusqu'en 2044. Alors, on connaît pas dont il avait vraiment besoin, son permis de conduire. Oui, comme l'a dit un ami policier, ça va l'aider d'avoir le permis. Qualifié de dangereux, les autorités pénitentiaires crient au scandale. Il a quand même commis de multiples braquages, un meurtre et plusieurs cavales. On se demande pourquoi une condamnation jusqu'en 2044. Moi, il faudra qu'on m'explique, et libéré en 2024. C'est une aberration judiciaire de plus. Je vois Régis qui hausse les sourcils, mais ça, voilà, oui, ça m'a... j'ai vu passer l'information, j'ai jeté un petit coup d'œil. Bon, il a un palmarès copieux, et surtout, il est considéré, classé par la police comme dangereux, comme un individu dangereux. Je me demande ce que c'est que cette conditionnelle qui lui permet d'obtenir 20 ans. 20 ans de réduction de peine. 20 ans de remise de peine. Ça veut dire qu'il a purgé combien d'années ? En 99, visiblement. Oui, c'est le jugement, c'est la décision en 99, mais pour des faits pour lesquels il était incarcéré avant, ça je sais pas. On ne sait pas. Ouais. Et puis aussi, je vous donne deux anciennes élues de Vaux-en-Velin accusées de viol. Morad Agoun a eu sa condamnation alourdie en appel, une peine de 10 ans prononcée pour viol, et il a fui en Algérie. Donc voilà, donc il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui, mais des gens courageux, un élu qui refuse d'affronter la justice, je trouve ça assez terrible. Alors Alexandra, votre coup de gueule va nous ramener en France et à la politique. Oui, mon coup de gueule, c'est notre pays qui tourne sur le cercle vicieux de la nomination d'un Premier ministre. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à voir ce président de la République qui finalement jubile d'être au centre de toutes les attentions, et tous les jours on a un nouveau nom qui surgit. Déjà, les Français ont une piètre image de la vie politique. Je suis pas sûre que cela contribue à les réconcilier avec la politique dans notre pays. Ça suffit en réalité. Ouais. Je veux dire, pendant ce temps, la chronique effrayante de nos professeurs qui sont violentés, agressés, pas respectés, se poursuit. Nos agriculteurs sont dans une situation absolument intenable. Ils sont contraints à faire des opérations de force parce que plus personne ne les écoute. Le pays est à l'arrêt, et puis nous, on continue dans un monde parallèle. On a un espèce de casting de celui qui pourra convenir. Je trouve ça obscène. Oui, avec les petits jeux qui sont indécents pour les Français. Oui, c'est indécent parce que là, on a quand même des Français qui n'arrivent pas à survivre alors qu'ils travaillent. On a tout... Enfin, c'est obscène. Tous les jours, on a un nom qui surgit. On nous avait promis que ça irait très 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 vite. Là, on nous dit maintenant qu'il faut attendre le retour du monarque de Pologne. Ça suffit. Jérôme ? Oui, alors deux choses quand même. Je suis assez d'accord sur le fond avec Alexandra, mais c'est quand même la Constitution, c'est le président qui nomme le Premier ministre. Très bien. Premier point. Bon, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Premier ministre, c'est le président, c'est comme ça. Bon. On est d'accord. C'est la Constitution de la Ve République.
Deuxième point, il y a un sondage ce matin qui est tombé, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui va parfaitement dans le sens de ce que disait Alexandra. 68% des Français, c'est ça qui... Il y a 9% des Français qui se disent intéressés par le casting et c'est ce petit cinéma qu'on nous donne 9%. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 80-85% des Français, les autres ne savent pas, qui ne sont pas intéressés par ce casting perpétuel, qui est dû d'ailleurs au fait qu'un certain nombre de députés... tort ou à raison, moi je sais pas le débat, ont exercé leur motion de censure, qui est aussi dans la Constitution. Mais c'est quand même s'ils se disent pas intéressés, on a quand même un spectacle sous les yeux, Franck de Dieu, qui est de nature à décourager, à décourager les Français de la politique. J'ai vu un micro-trottoir hier, même si je suis pas fan. Et puis, ça nous ramène à notre sondage aussi, FOP Fiducial pour Sud Radio, où Marine Le Pen ressort victorieuse dans tous les cas de figure si un premier tour avait lieu dimanche prochain. Oui, si vous voulez... On retrouve le classique jeu des partis comme jamais. Enfin, on retrouve, c'est-à-dire lors de la 4e République. Et effectivement, cette 5e République, elle a été pensée pour ne pas revivre cela. Absolument. Et donc, les Français qui, vous avez raison Valérie, s'étaient mobilisés. Il y a une forte participation des Français en 2022 et 2024. Qui laissait entendre un certain regain de la politique où il y avait de véritables débats avec des visions du monde qui s'affrontaient, finalement 3 visions du monde qui s'affrontent, et c'est finalement relativement encourageant puisque on pose clairement les débats. Le problème, c'est que quand ils s'affrontent et qu'ils sont un poids équivalent, eh bien ça crée des blocages. Et je suis assez d'accord avec vous, Jérôme, c'est-à-dire que nous, on est autour du plateau Sud Radio, on se dit « Ah, c'est pas bien, c'est un triste spectacle, etc. » Mais en vérité, il y a quand même des procédures constitutionnelles qui conduisent, si on veut les respecter, à des jeux d'alliance, de réalliance, de contre-alliance, qui sont difficiles à contourner. Et j'ajouterais, pour terminer, que si on se dit « Voilà, évitons une prochaine motion de censure », vous avez pas mal de gens, à droite comme à gauche, qui disent inspirons-nous des pays réellement parlementaires, qui imaginent un accord de gouvernement qui préexisterait à la nomination d'un chef de gouvernement, de manière à ce qu'il n'y ait pas censure tous les 4 matins. Autrement dit, on discute un peu du fond, on discute de quelques concessions entre partis. On ne parle pas du fond. Ensuite, c'est précisément le problème, c'est qu'on n'en parle pas du fond. Ce que je veux vous dire, c'est que soit vous parlez du fond et vous êtes dans une procédure assez longue, Alexandra. C'est long, les Allemands, ils mettent 6 mois pour former un gouvernement. Soit vous dites, non, les Français commencent à s'impatienter et râlent, et donc à ce moment-là, il faut faire assez vite. Et là, effectivement, vous avez raison, vous ne parlez pas du fond. Et donc, entre ces deux alternatives, le gouvernement reste coincé et il y a des défauts à ces deux alternatives. Mais, je dirais, la procédure juridique, elle a toujours quelque chose d'exaspérant. Toujours. Mais là, on n'est pas dans le juridique. Mais je suis d'accord. Je vous donne la parole, mais 10h29, c'est la pub. Petite pause et on se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord. Valérie Expert. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Donc, le coup de cœur d'Alexandra qui concernait cette attente longue du Premier ministre. Je vais répondre à Franck. Oui, sur la Constitution, on est évidemment tous d'accord. C'est pas le sujet. Évidemment que ça prend du temps. Évidemment qu'on peut pas sortir le nom d'un Premier ministre en 1 heure. C'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est que pendant ce temps, il n'y a pas de, comme vous le disiez, il n'y a pas de sujets de fond qui sont évoqués. Pendant ce temps, il n'y a pas un projet qui est proposé. Pendant ce temps, on passe à côté des sujets essentiels qui concernent la vie des Français de tous les jours. Et c'est ça, moi, qui m'exaspère. Je n'en peux plus maintenant qu'on sorte le nom d'un Premier ministre dont on sait par avance que de toute façon il ne satisfera personne. Je suis d'accord, Alexandre. Je dis simplement que si on considère que le projet pour débattre doit préexister à la nomination du Premier ministre, à ce moment-là, disons aux Français, ça va prendre du temps. Mais oui, mais c'est pas ce qui a été dit aux Français. Est-ce que vous le souhaitez, ça ?
Alors, D'où ce que je pense, 30 secondes, oui. d'où ce que je pense Jérôme depuis Dubu. cette dissolution complètement ratée, c'est qu'il faut remettre le calendrier à l'endroit et que la seule solution, et on y viendra petit à petit, ça sera la démission du président de la République. Je le dis très clairement, bien qu'étant du bloc central, je dis très clairement que le calendrier doit être mis à l'endroit. Ouais. On n'y arrivera pas, c'est clair. Alors, Régis, je vous donne la parole. Alors, je vais aboutir à la même conclusion que Jérôme, mais pas par le même chemin. La dissolution ratée, moi, je vais porter ça au crédit de M. Macron. Il est écrasé aux élections du 9 juin, aux élections européennes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit la parole au peuple. Qui peut le lui reprocher? Alors bien sûr, on dit aujourd'hui, quand on voit les conséquences, tous ceux qui en sont aussi responsables de ces conséquences disent c'est de sa faute, il a qu'à pas dissoudre. Il a lancé son appel au peuple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au premier tour, les couches populaires se déplacent, le RN fait 3 fois plus de voix qu'en 2022 et s'apprête normalement, avec la mécanique de l'uninominal à 2 tours, à arriver très proche du pouvoir. Je pense pas qu'ils auraient eu la majorité absolue, mais c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure viennent dire « Ah non, ce sont des nazis qui mangent les petits-enfants, on va faire un arc républicain. » Et là, on constitue une majorité. On constitue une majorité, on se désiste, on vote les uns pour les autres, on fait gagner siège qui s'apprêtait à perdre à Renaissance. Et donc, on se retrouve avec un arc républicain. On lui trouve un Premier ministre avec M. Barnier, je schématise un peu, hein, et là, à ce moment-là, ils sont incapables de constituer ce gouvernement et ils continuent à ostraciser le Rassemblement national. Je suis pas personnellement partisan du Rassemblement national, mais cette mécanique institutionnelle, elle a joué. Et Jérôme a raison, à ce stade, il n'y a aucun texte qui oblige le président de la République à démissionner. Mais je rappelle le 27 avril 69, aucun texte n'obligeait Charles de Gaulle à démissionner après avoir été battu, pas par un gros écart, au référendum. Et il est parti. Donc là, aujourd'hui, le responsable qui fait par une dissolution qui était démocratiquement tout à fait acceptable. Le responsable a été, par cette dissolution, n'a pas été en mesure d'aboutir à la mise en place d'un gouvernement. Eh bien, il faut un nouvel acte. C'est pas, Dieu sait si je réprouve cet homme, mais c'est pas tellement contre Macron, c'est qu'il faut un acte démocratique dans la constitution de la Ve République pour essayer de mettre en place un redémarrage, donc démission du président. Et nouvelle élection présidentielle. Un petit moment de sourire. Quelqu'un écrit « Le problème de François Bayrou, si François Bayrou devait être nommé Premier ministre, c'est qu'il laisserait un grand vide au commissariat au plan. » Mais non, il va rester commissaire au plan et Premier ministre. Moi, je sais pas, je trouve que c'est assez facile. D'abord parce qu'il n'était pas doté d'un budget extrêmement important. Mais quel est son bilan? Et le bilan, c'est que, je suis désolé, le plan, moi je l'ai connu dans les années 90-2000, où il était de bon ton de dire que l'État ne servait à rien, que l'État n'avait aucune vision et que le libéralisme allait faire son œuvre avec l'offre et la demande et le marché. Là, il a pris des décisions et il a publié des notes pour défendre le Made in France, pour défendre la réindustrialisation. Alors peut-être que ça n'a pas été suivi d'effets très concrets, peut-être que oui. En tout cas, ça a quand même le mérite d'exister et surtout, ça traduit de la part d'un centriste un changement d'état d'esprit qui voulait dire que quelque part, le patriotisme économique, je dirais, non pas changer de camp, mais il s'élargissait pour devenir un mot qui n'était pas un mot grossier, mais qui était devenu quelque chose je dirais, qui consiste à défendre les intérêts nationaux. Ça, c'est peut-être du point de vue économique et du point de vue industriel, en termes de création d'emplois, peut-être secondaire. Sur le plan idéologique, sur le plan du marqueur idéologique, c'est pas rien. Alors, parler de marqueur idéologique. Il a été nommé, attendez Valérie, c'est un poste et qui a le statut de ministre.
dans la Constitution. Hein. Le commissaire au plan, c'est un ministre. C'est un cadeau qu'on lui a fait sans lui donner les moyens. C'est parfaitement exact. Hein. Il a pris ça parce que c'était confortable, parce que c'était rémunéré, et ça n'avait strictement aucun contenu. Donc non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a eu des enquêtes. Nous, on l'a publié à Marianne en avant-première. Il y a eu des enquêtes sur les Français qui importent des fruits et légumes dans des proportions hallucinantes, alors qu'on aurait la possibilité d'être largement autosuffisant. Ça s'appelait l'indice de la ratatouille, la parabole de la ratatouille, nous l'avons titré. Eh bien, écoutez, ce n'est pas rien, cela. Non, mais c'est pas parce que M. Bayrou, on savait déjà. Non, attendez, on va parler des agriculteurs, mais vous l'avez là, le cœur du sujet. C'est pas parce que M. Bayrou a accepté d'être haut commissaire au plan qu'il a changé idéologiquement. Alors là, je vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'a strictement rien changé. Vous n'avez jamais eu d'idéologie. Voilà, déjà de parler. Jamais eu d'idéologie. J'ai dû vraiment ne pas être clair parce que vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai voulu dire. Non, mais déjà parler de la parabole de la ratatouille où tout le monde sait très bien qu'on est importateur massif de fruits et légumes en France. Ah bon? On va faire un sondage auprès des auditeurs. Une enquête du plan pour le savoir. D'accord, bien on va faire une enquête. Écoutez, je suis désolé, ceux qui ont fait ceux qui avaient fait des études, oui, mais bon, quand vous faites une étude, vous le mesurez, vous mesurez votre degré de dépendance à des fruits et légumes. Vous essayez de savoir d'où ça vient, quel est le prix de revient. Donc, je veux dire, vous pouvez pas dire on le savait. Mais donc si vous avez déjà une stratégie qui fait des notes très bien faites, il n'y avait pas besoin du haut-commissariat au plan. Je voulais juste dire que j'ai été surprise qu'on parle de marqueurs idéologiques quand on parle de M. Bayrou, puisque bon, j'ai pas vu vraiment beaucoup d'idéologie et de conviction chez M. Bayrou. Mais en tout cas, vous dites pas de budget, si je ne me trompe, mais on parle quand même de 15 millions de budget annuel et de plus de 100 collaborateurs. Est-ce que vraiment... 100 collaborateurs ? Oui. Est-ce que vraiment... Ça me paraît un peu beaucoup. Ouais, bon. Je ne sais pas où vous les avez trouvés, ces 100 collaborateurs. Même si c'est 50, c'est énorme. Je sais pas. On va vérifier. Vérifions. C'est au sens des organisateurs ou au sens de la police? Même si c'est 50, c'est énorme. Je voudrais qu'on parle de l'attribution de la Coupe du Monde 2034 qui aura lieu en Arabie Saoudite. On apprenait dans le même temps, il y a avant-hier en fait, qu'il y avait eu 300 exécutions capitales l'année dernière en Arabie Saoudite. Sans que cela ne choque grand monde. Je ne voulais pas faire le parallèle avec la Syrie, mais... c'est pas tout à fait le même régime. C'est pas le même régime, mais il y a quand même 300 exécutions capitales. Enfin, je veux dire, il n'y en a jamais eu autant qu'en 2023, je crois, ou 2024. Voilà. Ouais, alors... on a atteint... Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez, à chaque fois que la FIFA... Non, mais on sait très bien comment fonctionne la FIFA. Il y a eu le Qatar, maintenant on a l'Arabie Saoudite. Mais oui, on sait très bien comment fonctionne la FIFA. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Régis en sait peut-être un peu plus que moi. Voilà. Donc, Qatar, tout le monde a dit que c'était un succès. Sportivement, c'était un succès. En matière d'organisation, ça a été un succès. Tout le monde avait l'air très satisfait. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite ? Mais là, on parle plus d'idéologie. Mais surtout qu'il n'y a plus de candidats. Donc la FIFA prend ce qui se présente. Il n'y a plus de candidats pour organiser les Coupes du Monde. Ouais. On parle d'argent, on ne parle pas d'idéologie, on ne parle pas de droits de l'homme, on parle d'argent. La Coupe du Monde, la prochaine aux États-Unis, la suivante en 2030, ce seront dans 3 pays au départ, Maroc, Portugal, Espagne. Parce que aucun des 3 n'a les moyens d'organiser, surtout qu'il y a 48 équipes maintenant, c'est quelque chose de monstrueux. Et puis comme c'était trop compliqué, on a également fait venir l'Uruguay et le Paraguay. Il y aura des matchs là-bas. Et donc, les seuls qui ont les moyens d'organiser un événement pareil, ce sont les Saoudiens. Parce qu'ils sont richissimes, ils ont les pétrodollars, donc c'est pour ça. Et puis aussi, probablement, parce qu'ils ont acheté suffisamment de voix, parce que soyons clairs, hein, c'est totalement... Mais il n'y avait pas acheté, ils étaient candidats uniques. Oui, mais on peut acheter l'abstention des autres aussi. Oui, enfin, quand tu n'as qu'un seul candidat. J'ajoute que les JO, ça coûte beaucoup plus cher qu'une Coupe du Monde de football et qu'on apprend ce matin, ce que j'avais dit depuis plusieurs mois ici et ailleurs, que les JO allaient être bénéficiaires. Et ben voilà, ils ont été bénéficiaires. Pas pour tout le monde. Mais personne n'en parle. Pas pour tout le monde. Financièrement. Mais pour qui ? 27 millions d'euros. Mais pour qui ? Mais le rapport comptable de ce matin sur l'organisation des Jeux Olympiques de Paris
montre aujourd'hui un excédent de 27 millions d'euros qui sera partagé entre l'État, la ville de Paris et les fédérations sportives. Pendant des mois et des mois, on nous a dit c'est une catastrophe financière, etc. Mais non, ça n'a pas été une catastrophe financière. Ça a été un grand succès. On n'avait plus les moyens de payer les policiers. Donc on a eu les moyens, les moyens d'organiser les JO. Franck de Dieu sur le Qatar, l'Arabie Saoudite. Mais moi, je veux dire, si vous voulez, l'argent, les questions économiques prennent le pas sur à peu près tout dans le domaine du foot. Bien sûr. Ça, c'est pas... j'enfonce un peu des portes ouvertes. Ce qui me gêne un peu, c'est que concomitamment à ce genre de décision, on voit ce monde-là se gargariser du matin au soir avec des postures bienveillantes, d'ouverture aux autres, de discours très social, etc. Et donc là, il y a un contraste. On parlait tout à l'heure de l'exaspération des Français devant ce cynisme-là, du cynisme des politiques. Mais je veux dire qu'au niveau, à l'échelle du foot, mais c'est beaucoup plus important, ce cynisme entre, je dirais, l'empire de l'argent et ces postures bienveillantes du matin au soir, faut penser comme ci, il faut pas faire comme ça, etc. Ce décalage-là est exaspérant pour les Français, y compris ceux qui adorent le foot. Et tout le monde sait très bien que pour 2034, la FIFA a tout fait pour essayer de convaincre la Chine d'être candidate contre l'Arabie Saoudite, pour qu'il y ait un challenge, pour qu'il y ait une compétition. Bon, quand on fait du football, c'est bien qu'il y ait une compétition. Eh bien, entre la peste et le choléra, finalement, le choléra s'est dédié, puisque la Chine elle-même a reconnu qu'elle n'avait pas les moyens d'organiser la Coupe du Monde de football. Donc il n'y avait plus qu'un candidat. Voilà. Ouais, bon. On en est là. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Petite précision, effectivement, sur le commissariat au plan, il y a 100 personnes, une collaborateurs et 15 millions d'euros de budget. Absolument. Il y a de quoi faire quand même. Pour faire à peu près la même chose que ce que fait France Stratégie. Voilà. Donc, il fait de très bonnes notes par ailleurs. Bon, mais alors supprimons les machins pour gagner de l'argent. Selon la police et les organisateurs, nous sommes d'accord. Je voulais que nous parlions de Boualem Samsal qui reste en détention. On en a déjà parlé ici. Son avocat n'a pas pu obtenir de visa pour aller le défendre. Et puis, il y a toujours ces voix comme celle de Sandrine Rousseau. On vous a passé l'extrême et on le repassera autant de fois qu'il le faut, tant il est abject. Écoutez. Oui, il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions. Voilà. Vous vouliez revenir, Franck de Dieu, sur la l'étymologie, la terminologie. La terminologie. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a presque un petit sport un peu grotesque pour éviter le oui mais. Vous voyez, quand c'était absolument évident que ce qui arrive à cette hauteur est scandaleux, mais que tout de même ça nous gêne un petit peu. Il l'a bien cherché. Voilà, il l'a bien cherché. Alors on dit plus oui mais, on dit oui pour autant. Vous voyez ? Alors on pourrait dire par exemple oui mais en revanche ou c'est entendu donc et donc bien je trouve sûr, que bien sûr mais donc vous savez d'où ça vient ça ? Alors. Vous savez d'où ça vient ces propos de Sandrine Rousseau ? Allez-y. Elle traduit très exactement et elle reprend mot pour mot ce que dit la presse algérienne sur ce qui se passe. C'est absolument invraisemblable. Toute la presse algérienne dit, et j'en aurais terminé 30 secondes, toute la presse algérienne dit actuellement, ceux qui défendent cet auteur et ce grand auteur, c'est l'extrême droite française, ce sont les colonialistes français, ce sont les héritiers de l'OAS,
Et elle reprend exactement ces termes. Sur Sandrine Rousseau, vous vous rendez compte qui nous a expliqué que le grand danger pour nos démocraties, c'était les 3 religions monothéistes, les femmes afghanes, iraniennes et toutes les femmes martyrisées, invisibilisées, apprécieront. J'aimerais juste peut-être dire un mot sur les clowns d'Amnesty International et ceux de la Ligue des droits de l'homme qui ont bien tardé, mais sont coutumiers du fait, à se scandaliser et à s'émouvoir du sort de cet écrivain. Soutenons-le. Je trouve que la voix de la France est bien faible, mais peut-être qu'on est trop occupé à trouver un Premier ministre pour dire notre effroi et puis se mobiliser pour lui. Enfin, on peut pas rester comme ça sans rien faire. Le fait de dire il a le droit à être défendu, ça veut dire que quelque part... D'autres n'ont pas le droit d'être défendus. Non, ça veut dire que le fait qu'il soit emprisonné est déjà un état de fait qu'on ne presque légitime. Pas. Son avocat ne peut plus se rendre en Algérie. Je dirais peut-être pas légitime, mais quelque part, c'est ce qui scandalise Madame Rousseau, c'est le fait qu'il ne puisse pas être défendu. Moi, ce qui me scandalise, c'est le fait qu'on emprisonne un écrivain. Oui, un écrivain. Et puis dire c'est pas un ange, c'est... cette expression, Régis, sur les... Et puis, c'était donc cette interview à réécouter sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin, où elle parle des 3 religions monothéistes qui finalement seraient quand même assez terribles pour les femmes, en particulier la religion catholique qui refuse les femmes prêtres. C'est très bien que ça menace les femmes aujourd'hui dans le monde. De quoi elle se mêle ? Non, mais allons-y sur Boualem Samsal. Alors, oui, moi, chaque fois que j'entends Sandrine Rousseau, je me dis, mais est-ce qu'elle est comme ça en vrai ou est-ce qu'elle fait semblant ? Parce que c'est difficile d'être plus calamiteux. Reprendre le narratif, comme on dit, ou le récit, au mot près de comme dit Jérôme, de la presse algérienne qui est déchaînée, qui est dans un combat politique. C'est un règlement de compte directement politique, avec la France aussi d'ailleurs, après la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara ex-espagnol. Donc, il y a... Rien n'est négociable là-dedans, rien n'est négociable. Il a 80 ans, c'est un écrivain, il a ses positions, c'est sa liberté d'expression et de conscience totale. On n'a pas à embastiller quelqu'un comme ça, et donc on doit être intraitable. Et donc les réserves qu'elle met en avant à ce moment-là en plus. Après, une fois qu'il sera libéré, on peut polémiquer avec lui, mais là. Non, c'est calamiteux, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est surtout quand on entend le suprémacisme, c'est-à-dire que elle prend la précaution de dire oui, mais on ne doit pas le mettre en prison. Mais quand ces gens-là sont en permanence à réclamer l'interdiction des autres. Quand vous pensez à Madame Tondelier venant dire à propos de Twitter, X, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça la question, ou on régule ou on interdit, c'est la même chose. Ils sont membres du même parti. Ils sont totalitaires. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de surprenant. Mais c'est d'autant plus ignoble que ce qui est dit sur Boualem Samsal par la presse algérienne est absolument ignoble. On dit qu'il ment sur son âge. Il a 80 ans, je crois que ça a été vérifié. On dit maintenant, 75, la presse algérienne dit qu'il a 75, 70 ans. Il en aurait 50, il en aurait 30, il en aurait 20, ça serait tout autant et Madame Rousseau ose reprendre les arguments de El Moudjahidine. Les bras m'en tombent. Et elle va être réélue dans le 13e arrondissement de Paris au premier tour. Pendant ce temps-là, Ercilia Soudeh a décidé de déposer une proposition de loi visant à créer une catégorie juridique pour les animaux liminaires. Je ne connaissais pas, vous connaissez les animaux liminaires ? Eh bien, ça concerne les pigeons et les écureuils, et à interdire les méthodes létales et cruelles à l'encontre des pigeons. Voilà. Ça vous laisse sans voix. Oui, voilà. Oui, c'est important. Vous disiez qu'on s'occupait pas des Français et de leurs préoccupations. Il y a peut-être beaucoup de pigeons dans sa circonscription. Voilà. Donc c'est possible. Comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le problème de Madame Ercilia Soudeh et de ses acolytes, c'est que dès qu'il touche à un sujet, il devient ridicule. Absolument. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4. Très bonne journée. Et je rappelle le Marianne qui est en kiosque à bout de souffle. Il s'agit évidemment
d'Emmanuel Macron. Oui, déjà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Et mobilisons-nous pour la Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.